Le Moyen-Âge est à la mode et j'en suis très heureux parce que je crois que cette époque a été absolument décisive. Je t'ai dit qu'elle soutenait sa thèse le 28 ? Une thèse sur quoi ? Les chevaliers paysans l'ont mis au lac de Paladru. Au lac de Paladru ! Passion médiéviste, l'histoire médiévale vue par ceux qui l'étudient. Est-ce que vous savez tout du Moyen-Âge ? Mais d'abord, qu'est-ce que le Moyen-Âge ? Vous pensez peut-être à Charlemagne, au château fort et aux croisades, mais ce n'est pas que ça. En général, on dit que c'est une période de 1000 ans, de l'année 500 à l'année 1500. Mais vous l'entendez dans ce podcast, il y a autant de définitions du Moyen-Âge que de médiévistes. Je m'appelle Fanny Cohen-Moreau et dans ce podcast, je reçois des jeunes médiévistes, c'est-à-dire des personnes qui étudient le Moyen-Âge en master ou en thèse, pour qu'ils vous racontent leurs recherches passionnantes et qu'ils vous donnent envie d'en savoir plus sur cette belle période. Épisode 67, Alexandre et Byzance au 9e siècle, c'est parti. Excuse-moi, mais il y a des gens que ça intéresse ? Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons aborder un espace géographique que je voulais traiter depuis très longtemps dans ce podcast. Il y avait des choses prévues, finalement, qui n'ont pas eu lieu. Mais aujourd'hui, nous allons parler de l'Empire byzantin et de Byzance, un acteur très important du monde médiéval. Et pour en parler aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Alexandre Martinez. Bonjour Alexandre. Bonjour. Alexandre, alors tu as fait un mémoire de Master 1 sur le sujet, attention, jurer, promettre, prêter serment, caractéristiques des pratiques juratoires et usages du serment à Byzance au 9e siècle. Donc tu étais sous la direction de Sophie Métivier à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et tu étais en master parcours monde méditerranéen médiéval. Et donc avec toi Alexandre, on va parler de l'Empire byzantin et de Byzance, voilà cet acteur tout à l'est de l'Europe. Mais déjà raconte-nous pourquoi tu as voulu travailler sur ce sujet. Alors paradoxalement, c'est parce que j'ai toujours aimé l'histoire ancienne, et notamment l'histoire grecque et l'histoire romaine. Oh, l'Antiquité, tu veux dire ? Tout à fait, voilà. Oh. Donc je suis plus, de manière générale, passionné par l'Antiquité que par le Moyen-Âge. Et en fait, j'ai toujours... Alors, je sais pas si tu vas rester ici, du coup, là. Alors oui, c'est bizarre, mais quand j'ai pris connaissance de l'existence de l'Empire byzantin, donc je connaissais vaguement, j'avais une notion vague de l'existence de l'Empire byzantin, grâce à des jeux vidéo, Age of Empires 2 par exemple. Mais c'est surtout en première année de licence, on a parlé de cet empire en cours, où je me suis dit, mais donc en fait l'empire romain a continué d'exister au Moyen-Âge, et en fait j'ai trouvé ça incroyable. Et du coup je me suis dit, c'est ça que j'ai envie d'étudier. Enfin, c'est également, ce choix de sujet a également eu lieu parce que j'avais deux excellents professeurs qui m'ont vraiment transmis leur passion de Byzance en fait. Comme je le disais, c'est une des premières fois dans ce podcast qu'on l'on parle de l'Empire byzantin. Donc Alexandre, il va falloir que tu nous racontes un petit peu. Je compte sur toi, grosse pression sur tes épaules. Dresse-nous un peu l'histoire. Comment est né l'Empire byzantin ? À quelle époque ? Et quelles ont été les évolutions jusqu'au 9e siècle, qui est le siècle dont on va parler aujourd'hui principalement ? Alors, comment est né et quand est né l'Empire byzantin ? C'est des questions un petit peu compliquées parce que chaque byzantiniste a sa propre réponse presque. Les byzantinistes, c'est encore... Après les médiévistes, les byzantinistes, déjà encore plus précis. Exactement, donc les historiens de Byzance ont chacun presque leur propre réponse à ce sujet. Alors la date qu'on retrouve communément dans les manuels, c'est plutôt 330, c'est-à-dire la date de fondation de Constantinople par Constantin, l'empereur Constantin, donc empereur romain. Après, dans les faits, en 330 et jusqu'au 7e siècle, on va dire, l'Empire byzantin reste romain, globalement. C'est-à-dire qu'on continue de garder des caractéristiques très très romaines. Donc la titulature des empereurs reste très romaine, la culture reste très romaine. Et c'est en fait au tournant du 7e et du 8e siècle que finalement, l'Empire va prendre des traits plus byzantins, justement. D'où cette difficulté à répondre à cette question, où en fait on ne peut pas dire qu'il est né proprement en 330, la capitale a été fondée en 330, mais l'Empire, à mon sens en tout cas, est plutôt né au tournant des 7e et des 8e siècles. Donc là, quand on est au 9e siècle, ça fait pas longtemps que l'Empire est en place avec ses codes particuliers byzantins, c'est ça ? Exactement, et je dirais même qu'au 9e siècle, il continue de se définir et achève de se définir précisément au 9e siècle. Au 9e siècle s'achève une évolution, si on veut, qui donnera ses traits à l'Empire, pas jusqu'à la fin, mais en tout cas qu'il gardera pendant une certaine période.
Alors déjà, pour ceux qui ne connaîtraient pas l'Empire byzantin, justement, raconte-nous, c'est quoi ces traits distinctifs? Quelles sont les caractéristiques de l'Empire byzantin vraiment en général? La chose principale pour moi qui va différencier l'Empire byzantin de l'Empire romain, c'est le rétrécissement géographique. C'est-à-dire que l'Empire romain, on avait quand même un empire qui avait une présence sur toute la Méditerranée. L'Empire byzantin, après le 7e siècle, va vraiment se resserrer sur une zone géographique beaucoup plus petite. Et deuxièmement, ça va être l'affirmation de la religion. Puisqu'en fait, on va avoir des caractéristiques distinctives religieuses qui vont apparaître. Donc le culte des icônes, par exemple, qui est une caractéristique propre aux chrétiens orthodoxes aujourd'hui, et qui a commencé à se développer précisément aux alentours de ces 7e, 8e siècles, du moins c'est ce qu'on estime, on n'en est pas totalement certain. Peut-être quelques changements dans la culture, donc le passage notamment du latin au grec. C'est un mouvement sur le temps long, ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. L'administration va arrêter d'émettre des actes en latin et va émettre des actes en grec. La titulature de l'empereur va changer. On va passer de Imperator César Augustus à Basileus ou Autocrator, donc des termes grecs, qui signifient roi, et Autocrator, empereur, on ne sait pas tellement le traduire. Mais voilà, du coup on a réellement ces trois changements qui vont différencier l'Empire romain de l'Empire byzantin. Et tu as commencé à le dire, mais quel espace géographique domine et contrôle l'Empire byzantin au IXe siècle? Tout d'abord, il faut revenir sur la position de Constantinople. Donc Constantinople... Constantinople, Byzance. Voilà, Constantinople, Byzance. Alors pourquoi ces deux noms? Byzance est le nom de l'ancienne colonie grecque qui était à cette place-là, et là où Constantin a choisi de fonder Constantinople. C'est-à-dire qu'il a pris Byzance, il a dit maintenant ce sera Constantinople, la deuxième ville impériale à côté de Rome. Et pourtant on a gardé le nom de Byzance, de byzantin, pour caractériser l'empire d'après? Alors ça, c'est un autre débat. C'est-à-dire qu'effectivement, la dénomination de l'Empire byzantin, aujourd'hui, peut différer selon le pays où on se trouve. C'est-à-dire qu'en Grèce, par exemple, les Grecs ont tendance à appeler l'Empire byzantin l'Empire grec. C'est une question de mémoire aussi. C'est-à-dire que les Grecs ont tendance à s'approprier l'héritage byzantin. Ce qui est un petit peu logique, parce que c'était pas mal centré aussi sur la Grèce. Alors... Ou non, c'est une question extrêmement compliquée aujourd'hui en histoire, c'est-à-dire que c'est une question qui est très très débattue. En fait, il faut comprendre que pendant toute une partie de l'histoire, donc l'époque médiévale et l'époque moderne, les Occidentaux appelaient l'Empire byzantin Empire grec. Non pas Empire romain, parce qu'ils ne voulaient pas leur accorder l'héritage romain, mais Empire grec pour un petit peu le dénigrer vis-à-vis de cet ancien empire romain qui était considéré comme majestueux. Et en fait, le problème qui s'est posé au XIXe siècle, lors de la révolte grecque face à l'Empire ottoman, c'est que les nationalistes grecs se sont appropriés justement ce terme d'Empire grec en disant « nous allons refonder l'Empire grec, nous allons reprendre Constantinople ». Quelque chose qui a fait peur en fait aux puissances occidentales qui se sont dit « alors là, on va avoir deux empires orthodoxes sur le dos, on va avoir la Russie d'un côté et la Grèce de l'autre ». C'est ce qui a vraiment posé problème aux puissances occidentales à ce moment-là, qui se sont dit donc là, il faut faire quelque chose. Et c'est à ce moment-là qu'en fait les historiens ont commencé à beaucoup parler d'empire byzantin et de Byzance pour parler de cet empire, et ont arrêté d'employer les termes empire grec ou pour certains empire romain. Et c'est vraiment à partir de ce 19e siècle qu'on a commencé à parler de Byzance et d'empire byzantin. Bon, alors justement, revenons à l'empire byzantin et au 9e siècle géographiquement. Donc on a la capitale Constantinople, et comment s'étend l'empire autour? Alors l'empire en fait s'étend dans plusieurs directions. Jusqu'aux conquêtes arabes, en fait, l'empire va s'étendre jusqu'en Égypte d'un côté, toute l'Asie mineure, tout le Proche-Orient, jusqu'à l'Égypte, voire même jusqu'à la Tunisie actuelle si on veut, l'ancienne Carthage. Et de l'autre côté, il va s'étendre dans les Balkans, donc pendant un temps jusqu'au Danube, et également vers la Grèce, jusqu'au Péloponnèse, mais également dans les îles grecques, donc la Crète, et pendant un temps, il reste également présent en Italie, donc autour de Ravenne, mais très vite Ravenne tombe face aux Lombards, et également autour de Bari jusqu'en 1071, et en Sicile, qui est un véritable grenier à blé pour l'Empire. Et quel est le contexte historique au IXe siècle? On est plutôt sur une période de paix, on est plutôt sur une période de guerre? Alors le 9e siècle, c'est un siècle assez particulier à Byzance, parce qu'il suit en fait 2 siècles, donc le 7e et le 8e, qui ont été très compliqués. Littéralement,
l'Empire byzantin a bien failli disparaître. Mais ça, c'est un truc Alors, je spoil un peu déjà la suite de l'Empire byzantin, mais c'est un petit peu ça tout le temps. Là. C'est en plein apogée, ça manque de s'effondrer, ça remonte, ça redescend. Oui, effectivement, il y a beaucoup de mèmes, notamment sur Internet, sur ce côté un petit peu métronome de l'Empire byzantin qui, un coup, est en plein âge d'or, un coup est aux portes de l'effondrement. Et précisément, les 7e, 8e et 9e siècles n'échappent pas du tout à cette règle, même si c'est difficile de qualifier le 9e siècle d'âge d'or. Je dirais que c'est plutôt un moment où... Ça y est, on va commencer à enfin se stabiliser et à avoir un nouvel équilibre, notamment face au nord, face aux Bulgares, et au sud, face au califat. Donc on va dire une paix relative ? C'est compliqué de parler de paix à Byzance, puisqu'en fait, comme on a un voisin au nord, qui sont différents peuples slaves, qui vont donc les Avars pendant un temps, les Bulgares par la suite, et au sud, les différents califats, il suffit que le sud soit en paix pour que le nord déclare la guerre, ou que le nord soit en paix pour que le sud déclare la guerre. Donc finalement, on n'a jamais vraiment de période de paix proprement parlée, peut-être pendant quelques années certaines fois, mais c'est difficile à dire au 9e siècle parce qu'en fait, on n'a pas tellement d'idée de la chronologie du 9e siècle à cause des sources. Et alors, quels étaient les liens avec l'Empire de Charlemagne ? Parce qu'en fait, à l'époque, on parle du nord, du sud, mais à l'ouest, c'est l'Empire de Charlemagne. À cette époque-là, est-ce qu'il y a des liens ou pas du tout ? Alors, les liens avec l'Occident, c'est pas les liens les plus primordiaux pour l'Empire. C'est-à-dire que vraiment, il y a des relations diplomatiques, mais c'est vraiment pas le plus important, d'autant que l'Empire est vraiment dans une période où il essaye surtout de survivre, donc de contenter ses voisins plus que les Occidentaux qui sont quand même très très loin pour lui. Plutôt voisin en Italie, mais l'Italie est une zone un petit peu secondaire pour l'Empire byzantin. Donc avec l'Empire carolingien, l'Empire de Charlemagne, il y a un événement qui mérite vraiment d'être raconté. C'est ce qui s'est passé donc, en 800, donc Charlemagne couronné empereur d'Occident par le pape. Techniquement, empereur d'Occident, ça signifie empereur romain d'Occident. Autant vous dire que l'empereur byzantin du moment n'était pas très heureux de comprendre qu'il avait un concurrent direct au titre d'empereur. Donc on sait qu'on a eu un refus de la part de Byzance de reconnaître ce titre. Les empereurs successifs aux alentours de 800 ont tous refusé de reconnaître ce titre en disant tout simplement qu'il n'était pas légitime car pas romain. Alors que eux, bien sûr, ils sont très romains, quoi. Peut-être un petit peu plus, quand même. Et on sait qu'on a eu une guerre assez limitée dans l'Adriatique entre l'Empire byzantin et l'Empire carolingien. Cette guerre n'a finalement servi à rien, puisque en fait, les Byzantins ont gagné plus ou moins sur la mer, là où les troupes de Charlemagne ont gagné sur la terre. Donc finalement très indécis, et puis on n'en sait pas grand-chose non plus. Ce qu'on sait, c'est que aux alentours de 812, un traité a été signé entre l'empereur byzantin et Charlemagne, où l'empereur byzantin reconnaissait bien le titre d'empereur à Charlemagne, finalement, oui. mais il y a un mais, pas d'empereur des Romains, empereur des Francs. Oh mais les gars, franchement, ils chipotaient, quoi. Symboliquement, c'était l'héritage de l'Empire romain qui était en jeu, en fait. Comme Byzance s'est toujours revendiquée romaine, admettre que quelqu'un d'autre pouvait capter cet héritage romain, c'était admettre finalement que Byzance n'était pas le réel héritier de Rome. D'accord, c'est hyper intéressant. Et justement, est-ce qu'ils ont des relations aussi avec le pape à Rome ou pas forcément ? Alors oui, il y a des relations effectivement avec le pape, puisqu'en fait tout ça fait partie de l'ancien empire romain christianisé. Donc on avait différents patriarcats tout autour de la Méditerranée. Après les conquêtes arabes, les deux seules institutions qui restent réellement puissantes sont le pape à Rome et le patriarche de Constantinople. Le plus souvent, on a une relation, on va dire, d'acceptation. C'est-à-dire que le pape accepte de laisser Constantinople plus ou moins tranquille, et le patriarche accepte de laisser Rome plus ou moins tranquille. Chacun a un peu des pratiques différentes. On a deux christianismes un petit peu différents qui se mettent en place. Et la plupart du temps, tout va bien. Mais quelquefois, ça va moins bien. C'est au XIe siècle que tout finira par éclater. Mais déjà, au IXe siècle, on sent qu'il y a des premières tensions qui commencent à apparaître. On a un patriarche qui s'appelle Phocios, qui, en fait, à la fin du IXe siècle, va excommunier le pape et lui adresser une encyclique, donc un document, où, en fait, il décrit toutes les erreurs du culte latin, en disant, voilà, ça vous le faites pas bien, ça vous le faites pas bien, ce que vous pensez, ça, c'est une erreur. Ce à quoi le pape va répondre, bien évidemment, en excommuniant Phocios, et en lui disant, non, c'est vous qui faites des erreurs. Mais vous
Vous nous avez jamais dit que vous vouliez être pape. Mais parce que l'occasion s'est jamais présentée. Mais là, c'est l'aubaine. Qu'est-ce qu'on va devenir, nous, maintenant? Un scribe, ça se remplace pas comme un valet de pied. Mais si je me présente pas maintenant, ils vont en élire un autre et je serai marron. Parce qu'après, pape, c'est pour toute la vie, hein. Suffit qu'ils prennent un genou. Moi, je peux faire une croix dessus. Pourquoi ils vous éliraient? Ils vous connaissent pas. Moi, j'aurais tenté le coup, hein. Qu'est-ce que ça coûte? Et la quête du Graal, ça aussi, vous laissez tomber? Je croyais que vous trouviez ça grandiose. Ouais, non, mais la quête du Graal, tout ça, c'est sympa. Mais bon, là, on parle d'autre chose, hein. Là, pape. Moi, je vous préviens, hein. Dans pas longtemps, les chrétiens, c'est eux qui mèneront la danse dans toute l'Europe, hein. C'est maintenant qu'il faut être sur le coup. Et si vous devenez pape et que vous revenez pas? Non, mais attention. Si je deviens pape, il y a rien qui m'empêche de revenir ici une fois de temps en temps faire un petit coucou. Et si on s'attache un petit peu à Constantinople, la capitale de l'Empire, raconte-nous un petit peu comment est cette ville à l'époque, on a combien d'habitants, est-ce que c'est sympa? Donner des données chiffrées sur Byzance, c'est toujours quelque chose de très hasardeux, puisqu'en fait, on n'a pas beaucoup d'archives officielles, en raison d'un incendie qu'il y a eu dans le palais impérial. Donc en fait, la plupart des archives impériales sont perdues. Et donc du coup, en raison de ce manque d'archives, on a énormément de mal à estimer, ne serait-ce que le nombre d'habitants qu'il y a à Constantinople. Alors, les estimations varient, mais la plupart du temps, on considère qu'à l'époque de Justinien, donc au milieu du VIe siècle, on devait avoir environ 400 000 habitants à Constantinople à peu près. Ah ouais, quand même. Voilà. Et les estimations les plus pessimistes considèrent qu'on est passé à 40 000 au 7e, 8e siècle. Les plus optimistes ne sont pas tellement plus optimistes, puisqu'on parle de 70 000 habitants. Et donc, pourquoi tout le monde est parti? À cause de la récurrence de la peste justinienne, déjà. Donc un détail. Voilà, donc qui revient de façon très très régulière en fait au cours des siècles à Byzance. Ce qui fait que généralement, pour repeupler Constantinople, on est obligé de déplacer des populations, beaucoup de populations, alors des îles grecques souvent, ou alors des fois de Grèce, tout simplement pour qu'il y ait des habitants dans la ville. Et à quoi ça ressemblait de marcher dans Byzance à l'époque, au niveau de l'architecture, tout ça? Qu'est-ce qu'on avait dans la ville? De l'aspect extérieur, en fait, on a une muraille qui enserre toute la ville. Donc la première muraille, c'est la muraille de Théodose, donc un empereur byzantin du 5e siècle. Et en fait, on a une deuxième muraille plus avancée qui est la muraille de Constantin. Et entre ces deux murailles, c'est assez particulier puisqu'on a un espace presque rural, en fait semi-rural, où on va avoir des monastères et ce qu'on appelle des oikoi, c'est-à-dire des maisonnées aristocratiques qui vont avoir d'énormes domaines. Et au-delà de la muraille de Constantinople, on atteint le vieux centre, entre guillemets, de Constantinople, qui est plus urbain, plus urbanisé, où on va retrouver toutes les caractéristiques des villes romaines anciennes, donc notamment l'hippodrome, les forums, un sénat, qui devient très vite symbolique, qui n'a plus aucune utilité, mais également toute une série de bâtiments publics qui, justement, au IXe siècle, vont commencer à être réparés. C'est-à-dire que jusqu'au IXe siècle, l'Empire a d'autres priorités que de réparer les bâtiments publics. Mais au IXe siècle, on va commencer à avoir une certaine renaissance architecturale, justement, où on va commencer à réparer ces bâtiments à partir du règne en fait, de l'empereur Théophile, donc qui règne de 829 à 842, et qui correspond plus ou moins à une période où, justement, l'Empire commence un peu mieux à se stabiliser, à trouver un nouvel équilibre. Et c'est à partir de ce moment-là où des bâtiments publics datant d'époque romaine, en partie délabrés et en partie utilisés comme carrières jusque-là pour réparer d'autres bâtiments plus utiles, vont être rénovés et on va même construire de nouveaux monuments. Donc des monuments qui font penser aux monuments de l'époque justinienne, donc au VIe siècle, mais en taille plus réduite, évidemment. On n'a pas les mêmes moyens que l'Empire romain. Mais voilà, c'est à partir de ce 9e siècle, on va vraiment commencer à revoir une politique d'urbanisme, en fait, finalement. Et comment fonctionne le gouvernement de l'Empire byzantin à cette époque-là? Alors, c'est une question débattue, parce qu'en fait, pendant longtemps, on a considéré que l'empereur était le cœur du gouvernement. C'est-à-dire, on a considéré que l'empereur était tout-puissant, qu'il avait tous les pouvoirs, que tout passait par lui, et que s'il n'était pas d'accord sur un sujet, finalement, le sujet n'avait pas lieu d'être. En 2012, un historien américain qui s'appelle Anthony Kaldelis a jeté un pavé dans la mare, en quelque sorte, en disant « Cette manière qu'on a de percevoir l'empereur ne correspond pas à la réalité. Dans les faits, on voit bien que l'empereur est souvent sujet à des révoltes aristocratiques qui le mettent dans une position où il n'est pas en mesure de choisir, de dicter la politique de l'Empire réellement. Et selon Anthony Kaldelis, cela prouve que l'Empire byzantin n'est pas un empire, mais une république aristocratique, où en fait, les décisions sont prises à la fois par l'empereur, mais surtout par l'aristocratie. Ouais, donc ça change beaucoup de choses, effectivement. Oui, effectivement. Alors, la thèse de Kaldelis est très très débattue. Beaucoup d'historiens ne sont pas d'accord avec lui, estiment qu'il a certainement tort.
Moi, pour ma part, je trouve qu'elle a une certaine pertinence, parce que c'est vrai qu'on a un certain biais des sources avec Byzance, dans la mesure où les seuls écrits qui nous sont parvenus, c'est des écrits qui sont en faveur des empereurs généralement, ou en tout cas en faveur d'une certaine politique impériale. Et donc, ils n'ont pas tendance à montrer les empereurs comme faibles, sauf quand ils sont opposés à ces empereurs. Et donc, du coup, selon Caldelis, c'est précisément ce biais qui nous fait penser que les empereurs étaient tout-puissants, alors que finalement, peut-être qu'ils auraient eu beaucoup moins de pouvoir que ça. Mais au-delà de l'empereur, comment est organisé l'Empire byzantin en lui-même? Est-ce que c'est organisé en régions calquées sur ce qu'a laissé l'Empire romain, ou est-ce qu'il y a des spécificités? Il faut comprendre que l'Empire byzantin a une administration extrêmement développée, donc qui lui a été léguée en partie par l'Empire romain, mais qui a des caractéristiques vraiment propres, et en fait, finalement, l'héritage romain disparaît petit à petit, si ce n'est dans l'idée qu'on a une administration très très développée. Donc on a l'empereur au centre du pouvoir, qui est entouré d'une myriade de conseillers spéciaux qui n'ont pas de statut à part entière, mais chaque empereur, on le voit dans les sources, s'appuie sur un homme ou deux hommes, en quelque sorte un premier ministre si on veut. L'empereur Michel III par exemple. Michel, il y a vraiment des empereurs qui sont appelés Michel. Il y a eu énormément d'empereurs qui se sont appelés Michel. Donc notamment, rien qu'au 9e siècle, on a 3 Michel. Donc si vous connaissez quelqu'un qui s'appelle Michel, vous pouvez l'appeler l'empereur maintenant, c'est un surnom. Exactement, Michel III l'ivrogne d'ailleurs, voilà, donc si jamais... Ok. Donc par exemple, Michel III l'ivrogne s'appuyait énormément sur son oncle Bardas et sur son autre oncle Petronas. Et à la fin de son règne, il s'appuie sur un 3e homme, Basile, qui en fait, après un complot, tuera Michel et deviendra empereur. Parce que les empereurs à l'Empire byzantin, est-ce que c'est comme en Occident, normalement le fils prend la suite, ou en fait pas forcément? Dans la théorie, à Byzance, l'empereur doit être l'élu de Dieu. C'est-à-dire que l'empereur, avant tout, doit être choisi par Dieu. Et comment il fait? Il lui envoie un message? Il lui envoie un petit snap? Non? Ça fait comment? C'est le problème. C'est-à-dire que le problème, c'est que techniquement, du coup, l'élu est le fils du précédent, mais sauf que si un usurpateur arrive, tue l'empereur et dit « je suis empereur », finalement, c'est lui l'élu. Puisque s'il a réussi son complot, c'est que Dieu était avec lui. Donc si Dieu était avec lui, c'est qu'il est élu. Et en général, est-ce que c'est plutôt l'enchaînement des fils, ou est-ce que c'est plutôt les usurpateurs dans l'Empire byzantin au 9e siècle? Alors au 9e siècle, c'est assez compliqué. Au début du 9e siècle, on a une femme qui règne, donc Irène, l'Athénienne. Irène? Irène. Ah ouais, là c'est classe comme nom. Voilà. Et qui, étonnamment, dans les sources, n'est pas appelée impératrice, mais empereur. Comme si cette fonction était réservée aux hommes, en fait, finalement. Mais que là, une femme peut l'exercer. Exactement. En fait, ce qui est complexe, c'est que normalement, le titre de Basileus est réservé au régnant, c'est-à-dire à l'empereur, à celui qui règne en tant que monarque, et le féminin, donc Basilissa, est plutôt réservé à la femme de l'empereur. Et donc là, vu que c'est une femme qui règne en tant qu'empereur, en fait, finalement, il est compliqué d'utiliser le terme de Basilissa qui est normalement réservé à la femme de l'empereur. Et est-ce que c'est la seule femme impératrice, bon on dit impératrice là pour féminiser, qu'on aura Irène, ou il y en aura d'autres au 9e siècle ou même après? Alors au 9e siècle, on a une femme qui va régner pendant un temps, qui n'est pas impératrice, qui est régente, mais qui va régner effectivement au début du règne de Michel III, qui va régner pendant quelques années, donc c'est Théodora, et qui va finir par être écartée du pouvoir par son fils. Mais par la suite, également, au XIe siècle, on va avoir des femmes qui vont régner. Les dernières représentantes de la dynastie macédonienne sont des femmes. On a parlé donc politique, géopolitique, mais raconte-nous aussi la vie quotidienne à Constantinople. Comment est-ce qu'on vit à Constantinople au 9e siècle, et c'est quoi les richesses de la ville? Donc c'est toujours compliqué, encore une fois, de connaître la vie quotidienne concrètement, en l'absence d'archives qui peuvent nous en parler. Ce qu'on sait, c'est que l'aristocratie a une place centrale. Vraiment, l'aristocratie est le groupe dominant de Constantinople et de l'Empire. Après l'aristocratie, on a un deuxième groupe de bourgeoisie, si on veut, qui est assez mal perçu par l'aristocratie et qui monte en puissance petit à petit. Donc ce sont des anciens artisans qui ont réussi à faire fortune, ce sont des marchands qui ont réussi à bien vendre leurs produits. Et en dessous de ça, on a une autre classe qui est la classe des plus petits artisans, qui eux sont pour le coup assez mal vus de manière générale, puisqu'ils travaillent de leurs mains et que le travail de la main n'est pas forcément le mieux vu à Byzance. On a également les femmes qui ont une place, on va dire... Elles peuvent pas être dans les catégories d'avant, les femmes? Il y a des femmes aristocrates, il y a des femmes, effectivement, dans la catégorie de la bourgeoisie, il y a des femmes artisanes, mais ce qui est particulier, c'est qu'une femme n'est pas de facto chef, par exemple, d'un atelier. Elle devient chef de l'atelier, elle peut devenir chef d'atelier,
en cas de décès de son mari. Si son mari décède, il est normal que ce soit la femme qui devienne chef d'atelier. Mais de manière générale, à Byzance, on considère que si la femme de la famille a besoin de travailler, c'est que la famille est pauvre et que l'homme est malheureux. Oh oui, d'accord. Et quelles sont les richesses alors de Constantinople ? On a assez peu d'informations sur les métiers et les professions qui sont exercées à Constantinople jusqu'à la publication d'un document sous le règne de Léon VI, donc à la fin du IXe siècle, qui s'appelle le livre de l'éparque. Alors l'éparque, c'est un petit peu l'administrateur central de Constantinople, c'est-à-dire un préfet si on veut. Et en fait, ce livre de l'éparque va recenser toutes les professions qui existent à Byzance. On peut dégager en fait quelques lignes de force de l'artisanat byzantin, constantinopolitain même d'ailleurs. Donc les mosaïques, le travail d'orfèvre, mais aussi les soieries, et c'est une particularité de Constantinople et du monde byzantin, le travail des icônes et des images. C'est-à-dire c'est une particularité du christianisme d'Orient, du christianisme orthodoxe aujourd'hui. Donc vous ne trouverez pas d'icônes dans les églises catholiques a priori, vous en trouverez dans les églises orthodoxes. Et en fait, Constantinople avait de nombreux ateliers qui fabriquaient ces icônes pour aller orner les églises, pour aller orner les rues, pour orner les habitations. On sait aussi qu'on a un travail du bronze qui a existé à Byzance et qu'il a été exporté, notamment en Italie. On a des preuves de marchands italiens qui ramènent des bronzes de Constantinople vers l'Italie. Mais au-delà de ça, Constantinople était surtout une place de commerce, parce qu'en fait elle occupe une place assez centrale, c'est-à-dire qu'elle est à l'extrémité de l'Europe et en même temps presque au début de l'Asie. Ça constituait pendant longtemps un terminus pour les marchands italiens, pour les marchands russes également, qui venaient en fait vendre leurs marchandises à Constantinople et acheter les marchandises venues des pays orientaux, donc des pays, donc notamment le califat, mais aussi plus à l'est, et qui repartaient chez eux en faisant leur troc à Constantinople. Et au niveau de la religion dont tu as un peu parlé, effectivement, c'est l'église orthodoxe qui est en place, mais quelle est la place de l'église dans la ville elle-même ? Dans Constantinople même, on trouve énormément d'églises, mais surtout l'église reine, qui est Sainte-Sophie, pour le coup qu'on peut encore admirer aujourd'hui, qui a été bâtie sous le règne de Justinien, donc au VIe siècle, et qui sert de lieu de couronnement des empereurs, et qui est l'endroit où officie le patriarche. S'il ne reste aujourd'hui que des vestiges de l'ancienne Constantinople, il raconte la grandeur et le raffinement de celle qu'on appelait aussi la ville des villes. Témoin, les 336 colonnes de la citerne basilique, un véritable palais souterrain qui servait de réservoir d'eau douce. Témoin également le musée Saint-Sauveur in Cora, ancienne église byzantine dont les parois sont tapissées de mosaïques dorées, les plus délicates de l'ancienne capitale. L'art byzantin qui prospère jusqu'à la chute de l'Empire au XVe siècle influence tout le pourtour méditerranéen. À Venise, par exemple, il s'incarne dans la basilique Saint-Marc. Et dans ton mémoire, Alexandre, tu as particulièrement étudié le serment et les pratiques juratoires à Byzance au IXe siècle. Alors raconte-nous en quoi ces pratiques spécifiques et sociales font partie de la structure de la société. Avant toute chose, je pense qu'il est nécessaire de définir ce qu'est un serment au-delà du cadre byzantin, puisque le serment, évidemment, on en a dans énormément de sociétés et pas uniquement à Byzance. Donc ça a été un premier travail que j'ai essayé de faire, c'est-à-dire de cerner mon objet, donc comprendre ce que c'était en fait un serment. Donc il y a un colloque dont les actes sont parus en 1992 qui a défini le serment comme phénomène social total. Alors qu'est-ce que ça veut dire tout ça C'est large, hein, voilà. donc. C'est-à-dire que c'est extrêmement large, mais l'idée c'est qu'en fait le serment de manière générale et dans toutes les sociétés qui l'utilisent peut servir à peu près tout et n'importe quoi. C'est comme un contrat ou c'est autre chose ? Ça peut être un contrat, mais ça dépasse le cadre du contrat dans la mesure où on a un appel constant, quasiment, à une puissance divine. Ce qui n'est pas forcément le cas du contrat, notamment à Byzance, on a des contrats, mais qui ne font pas forcément appel à Dieu, alors que le serment est toujours marqué par une présence divine, qu'elle soit matérielle ou qu'elle soit nommée. Donc le serment, finalement, dans toutes les sociétés où il est utilisé, peut prendre des formes très variées, donc dans la manière dont on se déplace, dans la manière dont on l'exprime, dans les mots qu'on utilise, dans les puissances qu'on va invoquer. Et c'est ça qui est extrêmement compliqué. Ça a été de saisir tous ces éléments à Byzance, sachant que on n'a pas de guide, on n'a pas un document qui nous dit « voilà comment étaient faits les serments à Byzance ». Il y a assez peu d'études parmi les historiens byzantins sur le serment et sur l'oral en fait de manière générale à Byzance, parce qu'on a eu tendance à dire que l'Occident était l'endroit où on n'avait que de l'oral et pas d'écrit, alors qu'à l'inverse, Byzance aurait été l'endroit où on n'avait que de l'écrit et pas d'oral.
Bon. Ça me paraît un peu général comme affirmation quand même. Effectivement, surtout que quand on se penche dans les faits, il y a eu autant d'écrits en Occident qu'à Byzance très certainement, et autant d'oral d'un côté que de l'autre, même si l'oral pouvait effectivement avoir une portée symbolique supérieure en Occident. Parce que là, ces serments que tu as étudiés étaient surtout à l'écrit ou à l'oral ? C'est une des particularités byzantines pour moi, c'est qu'on trouve des serments à la fois oraux et écrits. C'est-à-dire que on peut très bien avoir une fois un serment prononcé par un homme qui va prendre une croix en main et jurer au nom de Dieu quelque chose, et d'autres fois, simplement, l'exemple qui me vient en tête, c'est l'empereur Constantin V qui va rassembler la population dans l'hippodrome pour leur faire signer un serment. Et donc, à quoi servent ces serments ? De manière générale, les serments servent à deux choses. Donc on a deux types de serments qu'on retrouve dans toutes les sociétés qu'on étudie, et Byzance ne fait pas exception. D'un côté, les serments promissoires, donc qui vont servir à promettre, à garantir un engagement futur, et les serments assertoires, qui vont plutôt garantir un témoignage sur un fait passé. Donc par exemple, les serments judiciaires, qui vont garantir que notre témoignage est véridique. À l'inverse, un serment de fidélité, par exemple, on sait qu'à Byzance, a priori, il y avait un serment de fidélité des fonctionnaires envers l'empereur. Ce serment est un serment promissoire. Donc, à Byzance, on retrouve le serment dans plein de situations, finalement. Donc, l'aspect très réducteur qu'on avait avant, en disant « il n'y a pas de serment à Byzance, ça n'existe pas », en réalité, dès qu'on se penche sur les écrits, on se rend compte que le serment est à peu près partout. Donc, par exemple, pour le seul 9e siècle, on rencontre des serments diplomatiques, qui vont servir à sceller une paix entre Byzance et un adversaire. On retrouve des serments de fidélité à l'empereur, qui vont notamment être demandés à la population ou à des individus particuliers. On retrouve des serments qui sont notamment prêtés par des évêques en faveur d'un patriarche. Et de manière plus triviale, on trouve un serment de Théophile, donc le fameux empereur, qui prête serment à sa femme en lui jurant qu'il lui sera fidèle après l'avoir trompée. Ah oui, donc on peut aussi avoir ce genre de choses très pratiques. Voilà, et c'est ce qui me fait dire qu'en fait, le serment, au-delà de l'aspect très très formel qu'on peut lui donner et que lui donnent les sources de quelquefois, en fait, il a pu être utilisé de façon beaucoup plus quotidienne par les Byzantins. Et Alexandre, sur quelle source est-ce que tu as travaillé pour ton mémoire, donc pour en savoir plus sur Byzance et sur les serments à Byzance ? Je me suis servi énormément de chroniques. Donc la première chronique dont je me suis servi, c'est la chronique de Théophane le Confesseur. Donc Théophane le Confesseur remonte très très loin dans l'histoire byzantine et s'arrête au tout début du 9e siècle. Donc sa chronique était intéressante pour avoir un point de vue sur le début de ce siècle. D'autant que la chronique de Théophane a la particularité d'avoir une chronologie très très bien établie. Les autres chroniques qui suivent au 9e siècle ont une chronologie qui est beaucoup plus hasardeuse. Parfois, elles vont même se contredire elles-mêmes au sein de différentes parties. Donc je me suis servi de 3 chroniques pour le 9e siècle lui-même. La chronique d'un auteur inconnu qu'on a appelé Théophane Continué, puisqu'en fait, il dit lui-même dans le début de sa chronique qu'il reprend l'œuvre de Théophane là où celui-ci l'a laissé. La chronique de Génésios, on ne sait pas tellement qui c'était non plus, on pense que c'était peut-être une première version de la chronique de Théophane Continué. C'est une chronique d'assez mauvaise qualité, mais qui met en lumière certains événements que ne met pas en lumière la chronique de Théophane. Et la 3e chronique dont je me suis servi, qui est beaucoup plus tardive, qui a été écrite vraiment 3 siècles après, c'est la chronique de Jean Skylitzès, donc un autre auteur très proche du pouvoir lui aussi. J'ai également lu des vies de patriarches, donc c'est un style qui existait beaucoup à Byzance, de relater la vie de patriarches, de saints, ainsi que les lettres d'un patriarche un petit peu plus tardif lui aussi, qui s'appelle Nicolas Mystikos, et qui en fait m'ont permis parfois de saisir autrement des événements que j'avais dans les chroniques. Et quelles sont les difficultés que tu as rencontrées pendant ton mémoire ? Alors la première difficulté, c'est que il n'existe pas vraiment de travail de fond qui ont été menés sur le serment à Byzance de manière générale. C'est-à-dire qu'on a des actes d'un colloque qui s'appelle Oralité et lien social au Moyen-Âge, où la question précisément des serments a été posée, mais pas uniquement dans le cadre byzantin, dans le cadre du Moyen-Âge de façon générale. Quelques articles s'intéressent au cas byzantin, mais il ne s'agit pas à proprement parler d'une somme, il s'agit plutôt d'un ensemble d'articles assez disparates, mais qui néanmoins ont été extrêmement utiles à ma recherche. La deuxième difficulté, je dirais que c'était la mauvaise qualité et la partialité des sources que j'ai étudiées. Comment tu oses critiquer les sources byzantines ? Mais tu n'as pas honte ? En fait, ce qui est très compliqué, c'est que ces sources sont opposées aux empereurs en place. C'est-à-dire qu'elles ont été écrites généralement un siècle après. Ils critiquent les empereurs précédents, forcément.
Oui, il critique les empereurs précédents pour des raisons religieuses. Il se place vraiment en opposition avec ces empereurs-là. Et donc forcément, ces auteurs ont tendance à enfoncer les empereurs précédents avec un parti pris qui est totalement flagrant et qu'ils ne cachent même pas en fait. Donc ça, effectivement, c'est problématique dans la mesure où on essaie de produire quelque chose, un minimum objectif, et on se retrouve avec des sources qui, elles, ne le sont pas du tout. On a ça aussi pour l'Occident, avec des chroniqueurs, effectivement, qui critiquent certains rois, mais parce qu'ils étaient liés à d'autres rois. Oui, tout à fait. La particularité, c'est qu'on n'a pas une seule source qui va dans le sens de ces empereurs-là. L'intégralité des sources dont on dispose sont opposées à ces empereurs. Donc finalement, c'est difficile de s'en sortir avec ça. Il faut essayer de voir au-delà de la vie du chroniqueur, quel est le fait, et si le fait ne va pas en fait contredire l'avis du chroniqueur. Et la troisième difficulté que j'ai eue, je dirais que c'est le fait que j'ai eu l'impression parfois que le serment se cachait. C'est-à-dire que les chroniqueurs n'osaient pas écrire le mot serment, ou alors utilisaient toutes sortes de mots qui finalement voulaient presque dire serment, mais qui ne disaient pas serment réellement. Donc par exemple, on a le mot promesse, on a le mot assurance, on a le mot assurance écrite. On a toute une série de mots comme ça qui font penser réellement à des serments dans ce qu'elles garantissent, mais qui, dans les faits, ne sont pas décrites comme des serments. Alexandre, est-ce que tu aurais un conseil de livre plutôt général à conseiller aux auditeurs et auditrices qui voudraient en savoir plus sur Byzance au IXe siècle et peut-être plus largement sur l'Empire byzantin ? Alors sur le IXe siècle lui-même, je vais devoir déclarer forfait, parce qu'il n'y a tout simplement pas de livre, à ma connaissance, qui porte uniquement sur le IXe siècle et qui résume de façon claire et efficace les événements du IXe siècle. Au-delà de ça, il y a une très belle somme qui a été publiée il y a quelques années. Donc ce sont 3 ouvrages qui s'appellent tout simplement Le Monde byzantin I, Le Monde byzantin II et Le Monde byzantin III, qui couvrent l'intégralité de l'Empire byzantin et qui permettent en fait d'avoir une vue très très large et à la fois très très précise de Byzance. Donc moi par exemple, je me suis beaucoup servi du tome 2, donc Le Monde byzantin II, qui a été écrit sous la direction de Jean-Claude Chenet et qui est accessible aux éditions PUF. Ouais, les 3 tomes sont aux éditions PUF, c'est ça ? Tout à fait, les 3 tomes sont aux éditions PUF. Et Alexandre, depuis que tu as fini ton mémoire, qu'est-ce que tu fais ? Et qu'est-ce que tu as fait ? Et qu'est-ce que tu veux faire ? Alors depuis que j'ai fini, je me cherche un petit peu en fait finalement. J'ai arrêté l'histoire. Après mon master 1 d'histoire, j'ai pas continué en master 2. J'ai essayé de faire autre chose. Mais finalement, cette autre chose ne m'a pas plu. Et voilà, donc pour l'instant, je me cherche un petit peu. Et est-ce que tu aimerais peut-être reprendre la recherche un jour ? Ça va faire un petit peu cliché ce que je veux dire, mais j'ai l'impression que j'ai besoin de voir un petit peu autre chose, de faire un petit peu autre chose. Mais j'ai ce sentiment que l'histoire c'est toujours là et que je finirai bien par y revenir un jour et que j'y reviendrai. C'est ce que je te souhaite. Désormais, chers auditeurs et auditrices, vous en savez beaucoup plus sur l'Empire byzantin au Moyen-Âge, bon précisément sur l'Empire byzantin au IXe siècle. Donc merci beaucoup Alexandre Martinez, c'était passionnant et bien j'espère que ton chemin te ramènera un jour vers l'histoire et que tu feras de bonnes aventures en attendant. Merci beaucoup Fanny. Et comme d'habitude, auditeurs, auditrices, allez voir sur le site passionmédiéviste.fr si vous voulez en savoir plus sur ce qu'on a dit aujourd'hui. Donc on vous mettra des cartes et tout ça et plein de renseignements en plus. On vous mettra le conseil de lecture d'Alexandre ainsi que d'autres conseils bibliographiques. D'ailleurs, tant que vous êtes sur le site, allez voir les autres épisodes de Passion médiéviste. Et aussi, je tiens à dire que j'avais participé à un épisode du podcast Culture 2000, qui est un excellent podcast sur l'histoire et la culture en général que je vous conseille. Et avec eux, justement, ils m'avaient invité pour faire un épisode. Allez, viens, on fait un épisode sur le Moyen-Âge. Et on avait fait un épisode entier sur l'Empire byzantin. Voilà, je vous mets le lien en description de l'épisode si vous voulez en savoir plus. Et je peux aussi, bien sûr, vous conseiller d'écouter mes autres podcasts. Passion Antiquité sur l'Antiquité et Passion Moderniste sur l'époque moderne. Donc, l'époque moderne, c'est de la Renaissance à la Révolution française. Si vous voulez soutenir ce podcast, eh bien, comme d'habitude, vous pouvez déjà en parler autour de vous, vraiment, en parler à vos amis, à votre famille, à vos collègues, aux gens avec qui vous faites des activités dans votre milieu associatif, mais aussi en parler sur les réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Twitter, Instagram. Moi, j'ai des comptes là-dessus, donc vraiment, allez voir Passion médiéviste là-dessus. Sur Instagram, d'ailleurs, je mets plein de petites choses en story, je montre un peu les coulisses du podcast, vous pouvez aller voir ça. Et si vous voulez aussi soutenir financièrement Passion médiéviste, eh bien, je vous mets toutes les informations sur passionmédiéviste/soutenir. Et ce mois-ci, je tiens d'ailleurs à remercier Yann, Fabrice, Gérard, Hélène, Laura, Arnaud, Léa et Nathalie
Encore merci à ces personnes qui m'aident à développer le podcast, à pouvoir y passer du temps, à payer par exemple des personnes pour faire l'illustration comme cet épisode, à faire du montage pour que je sorte encore plus d'épisodes et puis tout simplement à me rémunérer. Donc merci énormément à toutes et à tous. Même 1 euro, c'est toujours ça et vraiment ça m'aide beaucoup, donc merci encore. Et dans le prochain épisode, alors là en septembre, vous allez avoir encore 2 épisodes, dont un nouveau format que je vais lancer normalement à la fin du mois de septembre 2022. Mais début octobre, le prochain épisode sera sur l'injure au Moyen-Âge. Salut!